Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et aujourd'hui, pour la fin de l'année 2024, on va s'attaquer sur le dernier show de la AEW cette fois-ci. Donc oui, je fais cette dernière vidéo jusqu'à ce que après j'en refasse une, mais pour l'année 2025, soit au début d'année, soit euh, 2 jours après. Je ne sais pas. Mais tout ce que je sais pour la vidéo pour la EW, c'est la dernière pour l'année 2024, excusez-moi. Donc voilà. Et le show auquel on va s'attaquer, c'est bien sûr AEW All Elite Wrestling World's End 2024. C'est ce show auquel on va parler aujourd'hui. Alors, j'ai regardé le show en entier. Euh, Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est mauvais? Ça dépend de vos goûts. Moi, je peux dire il était bien sans forcément être trop exceptionnel, mais j'ai quand même bien adoré. Je vais pas vous mentir. Bon, après, il y aura des rageux qui n'aimeront pas, d'autres qui aimeront. Bref, tout se divise, mais bon, ça vaut mieux pas trop s'y attarder dessus. Et bien sûr, comme d'habitude, je passe directement au pré-show du Countdown 0 Hour. Donc, le premier match qui a eu lieu, c'est un match féminin, un match simple, entre Toni Storm contre Layla Gray. Alors, ce n'est plus la Timeless, mais plutôt la Toni Storm auquel on l'a, on va dire, un peu connue dans les structures indépendantes, dans les structures japonaises, et même un peu du côté de la WWE. Donc son ex-gimmick c'est un peu sa gimmick fétiche. Vu comment la Timeless aurait précédemment pris sa retraite, bien sûr c'est la même personne, mais c'est plutôt sa gimmick. Donc ça veut dire elle est, on va dire, entre guillemets au placard. Et ce que j'avais remarqué ces jours auxquels où j'ai regardé Dynamite, Rampage ou Collision, eh bien, on a une Tony Storm qui se comporte un peu comme une nouvelle venue, une qui est, entre guillemets, encore nouvelle. C'est la première fois qu'elle participe à un pay-per-view, c'est la première fois qu'elle participe à un show télévisé, un host show, bref. On dirait qu'elle veut se comporter comme une nouvelle, et nous, on s'est dit, enfin, nous, en tant que fans, on se dit, meuf, pourquoi tu agis de cette manière? N'oublie pas il y a 1 an ou 2, t'étais la championne féminin de la EW. Donc n'oublie pas, t'avais été championne en solo, et après dans les podcasts, certes dans les podcasts qui étaient, on va dire, on va dire repackaging ou alors une faction absolument à vomir. Pas pour les femmes auxquelles je présente, que ce soit Saraya ou Ruby Soho, mais c'est plutôt la construction de tout ce bazar quoi, auquel ça n'avait aucun sens. Donc voilà, auquel je voulais venir. Et du coup, on dirait qu'il s'est passé tellement de choses et que là, la Tony Storm style rock'n'roll est en train de se découvrir. Bon, il y en a qui se diront, ouais, mais c'est un peu médiocre. Il y en a qui diront que c'est un peu drôle. Bon, on peut se poser pas mal de questions. Je l'avoue, on peut pas mal se poser des questions. Mais bon, entre elle et Tony Storm, certes, il y avait des moments de domination de Layla Gray, mais par la suite, on sait que ce sera Tony Storm qui aura l'avantage psychologique, parce qu'en même temps, c'est elle la vétérante. Et il était à 2 doigts de faire en mode timeless, mais sauf que le côté rock'n'roll a pris le dessus. Donc quelque part, est-ce qu'elle a un problème de personnalité? On ne sait pas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est qu'elle se bat contre sa double personnalité, le côté Marilyn Monroe de Wish ou le côté rock'n'roll. Bref, elle est en combat contre elle-même, comme face à son adversaire. Pourtant, elle avait largement l'avantage du match pour en terminer très rapidement, mais elle a préféré durer le plaisir. Et c'est un moment auquel Layla Gray voulait en terminer avec elle, qu'elle le surprend avec un roll-up.
Donc c'est Toni Storm qui fait un roll-up pour la victoire. Et du coup, c'est Toni Storm qui remporte le match. Et bien sûr, à la fin du match, elle se fait interviewer en disant: Waouh, c'est mon tout premier match de pay-per-view, j'arrive pas à y croire, c'est un truc de dingue! Donc elle est persuadée que c'est son premier PPV alors que ça n'a jamais été son premier PPV. Donc, assez cocasse, vraiment assez cocasse. Bien sûr, elle est rejointe par Deonna Purrazzo, auquel elle avait déjà aperçu lors de Collision, de Rampage, je crois, et auquel elle n'était pas seule, elle était avec Taya Valkyrie. Et du coup, salut, je suis Toni Storm et je suis très heureux de vous rencontrer. Bref, des trucs pareils, et auxquels elles veulent s'affronter, entre guillemets, pour la première fois. Donc pour la Timeless, c'était une première d'affronter Deonna Purrazzo, mais pour la style rock'n'roll, c'est également une première. Donc vous avez compris, deux matchs avec deux différentes personnalités, entre Toni Storm et la Timeless Toni Storm, qui affrontent la même personne, donc la Virtuosa, et auquel vous avez compris le délire, parce que moi je me dis, mais what the fuck. Donc j'étais en mode comme ça, malheureusement. Mais bon, je passe. Donc le deuxième match du pré-show, Jeff Jarrett contre QT Marshall en match simple. Il n'y a pas de rivalité entre les deux, c'est juste un match de remplissage, et auquel QT Marshall, en bon méchant qui veut, être en devenir, n'en a pas terminé avec ses séries de petites défaites. Parce que certes, il affronte Double G Jeff Jarrett, et auquel il a eu un petit peu de distraction, mais auquel ça n'était qu'une péripétie plus qu'autre chose. Bien sûr, il a voulu tenter le stroke sur Jarrett, mais c'est le seul auquel il peut s'en relever parce que c'est sa prise. Et dans le match, c'est Jeff Jarrett qui effectue le stroke final sur QT Marshall pour la victoire. Donc voilà, sans plus, victoire de Jeff Jarrett. Et je passe au dernier match du pré-show. Donc un match par équipe de 8 personnes. Alors, Lio Rush et Action Andretti, et qui sont avec The Murder Machine, donc les machines meurtrières, Lance Archer, le faucon meurtrier, et la machine Brian Cage, qui est accompagné par Don Callis, contre The Hot Runners, True Magnum et Turbo Floyd, et The Top Flight, Darius Martin, Dante Martin, accompagné par Layla Gray, donc celle qui avait affronté Toni Storm précédemment. Euh, Match de Spotfest entre ceux qui savent voltiger, entre Top Flight, Lio Rush et Action Andretti. Mais aussi, sinon, pour le reste, c'était match d'hommes forts entre Lance Archer, Brian Cage, Turbo Floyd et. Attendez, je confonds. Non, Turbo Floyd et True Magnum. Donc, ouais. C'était un peu con par les moments, mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? C'est victoire de Lio Rush, Action Andretti et The Murder Machine de la Don Callis Family, forcément. Pourtant, il n'y a pas une bonne entente entre Lio Rush et Action Andretti et Lance Archer et Brian Cage. Il n'y a pas une bonne entente, mais entre autres, quelque part, les champions par équipe, The Private Party, font leur entrée pour, entre guillemets, défier leurs possibles challengers, que sont Lio Rush et Action Andretti. Donc, tout se joue là-dessus. Mais bon, qu'est-ce que j'en ai un tout petit peu à faire? Pas forcément grand-chose, malheureusement. Car maintenant, je passe à la carte principale du show World's End. Et c'est la demi-finale pour le Continental Classic. Alors, j'ai suivi durant toutes ces semaines, voire un mois après. Non, c'est plus. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est les semaines. Qu'est-ce que je raconte? Les semaines auxquelles j'ai vu les matchs s'enchaîner avec le classement du Continental Classic. Entre autres, les personnes qui marquent plus de points. Par exemple, ça peut arriver qu'on peut perdre des matchs, on obtient un 0. S'il y a un genre
de relancement de match, eh ben, on peut avoir un point. Si on gagne de manière clean, on gagne 3 points, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et le chiffre peut augmenter pour la variation de, de victoires, si je ne me trompe pas. Et parmi dans le tournoi, ben, il y avait Commander et The Beast Mortos qui ont tous les deux marqué 0-0-0. Donc dans la partie bleue et dans la partie jaune. Enfin, gold, comme ils aiment appeler, dans la catégorie gold et dans la catégorie bleue, parce qu'il y a deux catégories. Un peu comme à J1 Climax de la New Japan, il y a ben, la case A et la case B. Et ben là, ben, la case A et la case B, c'est ben, case bleue et case jaune. Et du coup, ben, il y avait des victoires. Je me rappelais les victoires surprenantes de Claudio Castagnoli, de Shelton Benjamin et de Marc Briscoe. Et pourtant, je me dis, pourtant c'est bizarre, ceux-là, ils ont marqué plus de points. Et c'est pas eux qui vont en finale. Il y a comme un petit problème. Bon, après, est-ce que c'est moi qui voyais le problème ou juste c'est moi qui déconnais? Ouais, bon. Il faut pas que je doute leur manière de booker un tournoi, parce que sinon je serais de très très mauvaise foi. Mais bon, tout ce que je sais, ben, dans le premier match du show qui relance, parce que là c'est le premier match, euh, c'est Will Ospreay contre Kyle Fletcher, et auquel on sait que maintenant les deux ont une rivalité qui s'était déroulée lors de Full Gear, si je ne me trompe pas, et auquel ils ont poncé un magnifique 5 étoiles de la part de Dave Metzler. Est-ce que ce match-là, on pourrait le pré-shot un 5 étoiles? Et pareil entre Okada et Ricochet, et entre la finale du Continental Classic. Est-ce qu'on pourrait le pré-shot 3 5 étoiles? Ce serait forcément impossible, mais vu comment je suis fou, on pourrait le pré-shot. Parce que vous saviez, Will Ospreay, c'est entre guillemets le chouchou de Dave Metzler. Attention, je n'ai rien contre Will Ospreay. Je trouve qu'il catch très très bien, malgré qu'il est trop un sacré voltigeur et que malheureusement ses voltiges ne racontent pas grand-chose. Si ce n'est que quand il peut faire des bons matchs, là c'est plus acceptable. Là, je suis entièrement d'accord, mais quand c'est des matchs auxquels ça part dans tous les sens, malheureusement, ça raconte pas grand-chose. Je vais être honnête avec vous. Et pour ça, ben, je me dois être sans filtre à 100% avec vous. Mais entre Cal Fletcher et Will Ospreay, on va dire c'était bon. C'est leur deuxième match en pay-per-view parce que leur troisième affrontement, c'était lors d'un épisode de Dynamite, auquel, ben, certes, il était bon, mais celui de Full Gear était très excellent. Est-ce que c'est excellent lors de World's End? Je vous laisse juger. Je vous laisse juger. Mais tout ce qu'on a, eh ben, on a eu que de la brutalité entre les deux hommes. Certes, ils étaient amis. Certes, ils ont eu pas mal de péripéties malgré leur amitié. Et que lorsque Kyle Fletcher décide de le trahir, là, c'est sûr, il est vraiment lancé en tant que future grande star qui se fait appeler la protostar. Et que là, c'est sûr, il est totalement lancé. Et il est fort possible qu'il pourrait un jour capturer un titre. Qui sait? Vraiment, qui sait? Et ben, c'était brutal, comme j'avais dit précédemment, c'était très brutal. Et il y a un moment dans le match auquel Will Ospreay, il va saigner du front. Et je me suis dit, peut-être soit un mauvais coup entre la table et le front, ou alors je m'étais dit de manière improbable, j'espère qu'il a pas saigné du front à cause d'un powerbomb. Ce serait absolument ridicule. Eh ben, je sais pas si j'ai bien vu, mais il faut que je le regarde dans des images ben, plus visibles, parce que malheureusement, je regarde en highlight. Je n'ai pas vu en direct, j'ai vu en highlight. Il faut que je regarde très attentivement à quel moment il saigne. Est-ce que c'est un coup dans le visage? Parce que sous la table, c'est un peu ridicule de saigner de manière, euh, de manière très débile. Bien sûr, Cal Fletcher, lui, capitalise sur l'ouverture de Will Ospreay parce qu'il saigne du front.
Donc c'est sûr, il va s'acharner sur le crâne. Il, comme un requin affamé, ben, il, il est un peu excité par le sang. Il commence à le démolir, archi démolir. Et ben, ça se bastonne, ça se bastonne. Pourtant, malgré qu'il est un peu mal en point, Will Ospreay, il continue à catcher. Il n'est pas, on va dire, finito, auquel on pourrait dire, vu comment il est encore en pleine lancée. Et c'est pas maintenant auquel il doit baisser les bras et auquel ses membres, donc son cou, ses épaules et ses bras également, quoi, doivent lâcher. Parce que si jamais, on va dire, il prend des risques de trop, pourtant, c'est du Will Ospreay. Il prend pas mal de risques parce que c'est une vraie tête brûlée, quitte à, quitte à atterrir sur la tête, pour avoir 1000 commotions cérébrales. Je ne sais pas comment il fait ce mec-là, mais quelque part, il devrait faire un minimum plus attention, hein, parce que c'est vrai que la santé mentale peut jouer beaucoup là-dessus. Donc, certes, ça se lance, ça se lance. Fletcher voulait tenter sa prise finish il avait en venu, auquel il est en venu à bout de Will Ospreay, en faisant un brainbuster du Pokebomb, donc un Exploder Pokebomb en Brainbusters, auquel j'aurais dû vous le préciser la dernière fois. Donc c'est un Brainbusters à la manière de Sami Zayn, donc style El Generico. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Pourtant, que ce soit le Tiger Driver 19-1 ne passe pas, le Oscutter, le Hidden Blade, le Stormbreaker ne passe pas non plus. Pourtant, Cal Fletcher tente ses prises de manœuvres absolument hors du commun et très phénoménales à la fois. Mais ce sera Will Ospreay qui va en venir à bout de Cal Fletcher après je sais pas combien de minutes du match auquel ils ont duré, mais c'était du pur bonheur en termes de match que Will Ospreay en vienne à bout avec un Styles Clash. Et un Styles Clash très assassin de la part de l'assassin aérien qui bat Cal Fletcher malgré un match qui racontait quelque chose entre les deux, même si l'histoire ne tourne pas autour de eux, mais tourne plutôt autour de ce tournoi du titre continental. Mais auquel c'était pas mal, c'était vraiment pas mal, et victoire de Will Ospreay. Donc très excellent. Donc je vais couper un petit peu, après je reprends, donc à tout de suite. Ensuite, je m'attaque au cinquième match de la demi-finale du Continental Classic. Et vu comment Will Ospreay il est qualifié pour la finale, maintenant c'est au tour de deux autres hommes qui va se qualifier pour le tournoi. Donc Okada Kazuchika, donc Kazuchika Okada le Rainmaker, contre l'acrobate Ricochet, auquel ce dernier commence à adopter une attitude plus que détestable et auquel ça s'est laissé ressentir au fil des semaines, notamment en essayant de se rapprocher du côté de Hurt Business. Mais le Hurt Business n'est absolument pas con, voit exactement clair dans le jeu de Ricochet, excusez-moi. Donc il voit absolument clair, et ils disent qu'on n'aime pas les faux culs dans le Hurt Business, et que faut pas trop, on va dire, leur prendre pour des billes. C'est une façon de parler, quoi. Et que lors de leur match Ricochet Will Ospreay lors de collision, c'est sûr, au Hammerstein Ballroom qui s'est déroulé, eh ben, il s'est fait détester comme Jaja, comme jamais, et que ils avaient commencé à lui jeter des papiers toilettes, donc du papier cul, pour montrer à quel point, ben, est-ce que Ricochet c'est de la merde, ou alors est-ce que c'est juste un sombre connard, un peu à l'instar de MJF. Donc c'est sûr, il se fait détester comme un MJF, comme un Dominique Mysterio et comme le New Day actuellement. Il se passe des trucs, hein, il se passe tellement de choses que c'est un peu difficile pour moi à tout dire dans le bon ordre. Mais bon, tout ce que je sais, c'est que Ricochet, il est absolument détestable et très détesté. Et pour le temps d'un match, Kazuchika Okada est un peu le face de cette rencontre, alors que d'habitude c'est lui le heel. Et pourtant, je peux vous assurer que dans le match, c'est lui qui se fait acclamer et Ricochet détester. Mais vous allez voir dans la finale,
les choses vont prendre une tournure assez, assez bizarrement, comme un genre de retournement de veste de trop. Ça ne cessera jamais de m'étonner leur changement de situation, de retournement de situation justement. Pourtant, il se passe tellement de trucs. Et certes, Ricochet, il énerve tout le monde en faisant certes l'acrobate absolument arrogant, totalement irritable, voire insupportable. Et quant à Okada, ben, lui, il se bat pour toujours rester champion et ne pas être éjecté du tournoi parce que s'il perd le match, c'est sûr, il peut dire adieu à sa ceinture. Et pour ça, ben, il n'est pas prêt d'abandonner sa couronne. C'est sûr, il se battrait jusqu'à ce que le résultat parle pour lui. Même si Ricochet, trop gourmand, trop arrogant, était persuadé d'essayer de battre le Rainmaker, c'est finalement le Rainmaker qui aura le dernier mot, certes en le faisant un genre de Tombstone Piledriver ou un Michinoku Driver, et qu'il en termine avec sa Rainmaker Coastline, auquel cette fois-ci il le sèche, et que bien sûr Ricochet il fait un tour, deux, trois tours en se mangeant ben, le Rainmaker le plus dévastateur. Et là, son Rainmaker de Coastline, là il est pas à chier. Là, quand il peut être sauvage dans sa manière de faire sa Rainmaker. Et du coup, ben, c'est lui qui bat Ricochet. Et pour la première fois, je peux vous dire, ça c'est le Kazuchika Okada auquel je veux voir. C'est le Okada auquel je veux le voir et pas le Okada qui fait des promos absolument un peu fastoche comme I'm sorry, bitch, you the fuck up, bitch, bref, tout ce qui a un rapport avec les plages. Même si l'anglais c'est pas trop son fort, je préfère le voir dans un rôle beaucoup plus sérieux que dans un rôle de comique absolument banal, ridicule, qui ne fait pas rigoler, parce que moi personnellement, Okada ne me fait pas rire. Certes, il fait un tout petit peu rigoler, un tout petit peu, quand je dis un tout petit peu, ça veut dire qu'il me fait à peine sourire, voire lâcher un petit rire un peu rapidos, mais pas un rire absolument mort de rire, quoi. Mais moi, je préfère dans le Okada sérieux que le Okada clownesque. Donc voilà. Et peut-être que dans cette lancée, il peut donner du prestige au titre continental. Certes, c'est trop de titres secondaires, mais il faut qu'il donne un minimum de prestige. S'il le peut et s'il le fait. Voilà tout. Bien sûr, à la fin du match, Swerve Strickland arrive pour faire une promo en disant ben, ses quatre vérités à Ricochet, que les semaines suivent et que Ricochet a commencé à devenir de plus en plus arrogant et auquel ben, il a commencé un peu à faire le malin envers Swerve Strickland et que Swerve Strickland, ben, lui, il prend ça pour un peu du foutage de gueule ou alors quelqu'un qui cherche la merde, donc il prend ça comme si on le cherchait des noises et que ben, lui, par provocation, préfère de faire une promo pour provoquer celui qui l'a provoqué en faisant une promo face à lui et en demandant au Prince Nana de faire des distributions de papier cul à des membres du public pour qu'on lui jette sur Ricochet. Et évidemment, ben, ils attendent le signal de Swerve Strickland, auquel, à 3, on va lancer les papiers cul. Donc, à 1, 2, 3, bonne année Ricochet. Donc oui, vu comment on est en fin d'année, eh ben on lui balance du papier toilette sur lui pour un très joyeuse année. Et du coup, ben, les membres du public lui jettent des papiers toilettes et qu'il laisse ben, un Ricochet complètement énervé, voire à la limite du dégoût. Tandis que Swerve Strickland, ben, lui, il est fier de sa promo. Il est fier que le public est toujours allié à sa cause parce que dans la salle, on est chez qui? On est chez Swerve. Who's house? Swerve house. Et bien sûr, ça s'arrête ce segment et ce match-là. Wally, walou, voilà. Et maintenant, oui, match numéro 6, match de combat de rue de Tijuana pour le titre du monde féminin de l'AEW. Entre la glamour Maria May contre la Texane
la Reina de la Muerte, Thunder Rosa. Alors, l'histoire fut rapide et courte. Euh, Tout ce que je peux savoir, c'est que Thunder Rosa et Mariamé sont en rivalité parce que Mariamé n'était pas de base intéressé par Thunder Rosa, mais Thunder Rosa est intéressé par Mariamé et par Mariamé et pas forcément pour la personne, mais plutôt pour le titre, vu comment elle veut récupérer l'or qu'elle avait déjà détenu. Donc elle essaye tant bien que mal d'être hissée au sommet. Un peu comme les filles ont tenté, comme Hikaru Shida, Britt Baker, qui ont tenté tant bien que mal. Et depuis la tentative, ben, ceux-là, c'est silence radio. On les voit plus quasiment, plus toujours à la télé. Soit pour des raisons de blessure, ou alors des raisons inconnues. Donc Thunder Rosa, elle veut tenter de hisser au sommet, mais comment faire face à une Mariamé totalement arrogante, totalement très dominante, qu'elle sort d'une victoire contre Mina Shirakawa lors d'un épisode spécial de Dynamite Winter is Coming contre Mina Shirakawa, c'est sûr, elle avait battu. Et moi, j'étais persuadé que ce serait pour World's End, et finalement, ce n'est pas pour World's End. Et du coup, on a trouvé une autre participante, c'est Thunder Rosa. Et auquel, certes, euh, elle aurait dit à Thunder Rosa, auquel je vais t'humilier devant ta famille, devant ton père, et que tu verras, je serai toujours la championne très dominante. Et toi, tu seras la loseuse du village, entre autres. Et du coup, bien sûr, faut pas parler comme ça de la famille à Thunder Rosa, parce que c'est là auquel elle voit tout rouge, elle voit vraiment la mort arriver. Elle voit vraiment le côté très sadique. Donc il faut pas trop provoquer. Dans ce match-là, c'était très brutal. Parce qu'il y a eu des tas d'objets. Des tas d'objets très brutales, comme les barbelés, les chaises absolument basiques, les escaliers, des tables. Qu'est-ce qu'on ne serait pas servi sans une table? Des échelles, peut-être qu'ils n'ont pas servi, mais ils ont tenté des tas d'objets. Hein, comme possible d'avoir un balai ou voir une barre de fer, des chaînes et par la suite des fils barbelés. Des fils barbelés, j'ai déjà dit. Je voulais dire par là des sacs, un sac de punaises. Voilà. Et il y a même un moment donné auquel Mariamé vole la canne du père de Thunder Rosa, qui a fait le déplacement spécialement pour voir sa fille. Et bien sûr, Thunder Rosa n'apprécie pas qu'on pique les affaires de son père, car c'est elle qu'elle le prend pour frapper avec, pour faire honneur à son papa. Et que, voilà, elle lui met la raclée de sa vie, tout en rendant la canne à son père, et en commençant son attaque face à Thunder Rosa. Face à Mariamé, excusez-moi. Donc en utilisant des chaînes, en utilisant du punaise auquel elles ont toutes les deux été dans les punaises. Et je crois que c'était plus Thunder Rosa qui a morflé dans les punaises que Mariamé, certes, elle a un tout petit peu morflé, mais au niveau des jambes. Donc c'était très brutal, très parfois difficile à regarder, mais il faut bien regarder attentivement, bien regarder sans être sans avoir le coup. Allez, comment je pourrais dire le souffle coupé, voilà, le souffle coupé. Donc vous avez compris, faut pas être dégoûté de la chose, il faut bien regarder attentivement. Malgré tous les efforts de Thunder Rosa, ce sera toujours Mariamé qui aura le dessus sur Thunder Rosa. Donc c'est Mariamé qui est toujours championne et que personne ne peut la battre en ce moment même et qu'elle clôture l'année 2024 en restant championne. Est-ce que l'année 2025, elle sera longtemps championne? On verra bien. On verra très très bien. Donc on était passé au match numéro 6 maintenant, au match numéro 7. Je vais un peu couper et on reprend.
Et le match numéro 7, c'est une rivalité auquel ça a beaucoup, beaucoup trop duré et auquel est-ce que ça va s'achever? J'en ai aucune idée, mais j'aimerais bien en tant que fan, parce que je suis parmi les fans auxquels on en a assez trop vu de cette rivalité et auquel ça tourne en rond et que ça ne marche pas. Donc la rivalité entre Maxwell, Jacob, Friedman, donc MJF contre Adam Cole Baby. Donc Adam Cole, accompagné par The Undisputed Kingdom, Matt Tavern, Mike Bennett, mais pas de Roderick Strong. Et encore moins de Kyle O'Reilly. Et le match est un match pour la bague de AEW Dynamite Diamond, donc la bague en diamant de la AEW, qui est plutôt une chevalière en diamant qu'une bague, mais bon, on peut, on peut l'appeler comme ça de cette manière, et auquel c'est MJF le détenteur. Est-ce que ça servait quelque chose de mettre une bague en jeu, sérieusement? Parce que l'idée en soi peut être originale, mais c'est un peu n'importe quoi, parce que pour moi, selon moi, une bague ne fait pas partie forcément trop de l'équation, si ce n'est que cette rivalité peut être dans l'équation avec une autre stipulation. Est-ce que je suis le seul à vouloir penser de ça? Parce que moi, je me dis que ouais, c'est un peu osef. C'est un tout petit peu osef. Tout ça pour une bague en diamant, qu'est-ce qu'on en a à faire? Bien sûr, cette rivalité tourne autour de leur amitié qui a été brisée parce que Adam Cole, c'était lui le diable, c'est lui qui a trahi MJF. Et on a eu une promo comme quoi, ben, si c'était pas Adam Cole qui l'aurait trahi, c'est sûr MJF l'aurait trahi bien avant, mais sauf qu'il ne l'a pas fait, vu comment il était encore trop bon, il ne voyait pas encore à des kilomètres. Donc il a préféré ne pas le faire. Coup-ci, coup-ça. Après retournement de situation, Adam Cole, c'est le gentil, et MJF restera toujours le méchant. Et auquel ça tourne en rond, ça n'a aucun sens. Et auquel ben, on préfère cette rivalité ben, s'arrête. Et après, il y a eu des promos comme quoi les deux se taclaient. Par exemple, MJF taclait le physique de Adam Cole, comme quoi ben, Adam Cole, c'est pas quelqu'un de très impressionnant, c'est quelqu'un d'assez ingrat. Quelqu'un qui fait aucun effort pour se muscler, qui a un physique d'un gamin de 12 ans, et auquel, ben, en fait, il le prend bah, pour, bah, pour un petit gringalet qui n'a pas un corps parfait. Certes, il peut être charismatique du visage, il peut être très populaire parce qu'il a toute la foule dans sa poche, mais impressionnant physiquement, c'est vrai qu'on va pas se mentir, il n'est pas impressionnant Adam Cole. Je suis d'accord, et que c'est vrai que le plus impressionnant des deux, ça reste quand même MJF. Parce que quand on voit MJF sous cette forme-là, c'est vrai il est impressionnant, le gars. Il est impressionnant, il a un bon physique. Bon, après, il n'est pas taillé comme une armoire à glace, mais il a quand même un bon physique. Faut pas le mentir. Et voilà quoi. Mais bon, qu'est-ce qu'on peut de dire si ce n'est que, certes, le match était bien, mais sans plus. Sans plus. C'était pas un mauvais match, c'est loin d'être le pire. D'ailleurs, voir les matchs les pires de la carte, bah, pour moi, le pré-show n'était pas à la hauteur, malgré que j'aimais bien MJF, et un petit peu MJF, Jeff Jarrett et QT Marshall, que dans le match était bon, mais pas exceptionnel. Mais entre le match entre MJF et Adam Cole, il peut être bien, mais est-ce qu'il peut être mon favori? Je ne sais pas, quoi. Je ne sais pas. Bon, bien sûr, il y a eu pas mal de entre guillemets mini-intervention, même s'il n'y a pas d'intervention de Undisputed Kingdom, si ce n'est que c'est MJF qui veut provoquer leur renvoi du ring pour être seul avec Adam Cole. Et en plus, ça va marcher, hein, vu comment il va faire croire à l'arbitre que l'un des membres de Undisputed Kingdom l'a frappé, alors que ce n'est pas vrai, qui sont au vestiaire, même que Adam Cole voulait prendre la bague de MJF, auquel il a voulu tenter pour le frapper avec, mais il se fait tirer par un penalty dans les bijoux de famille, et auquel ben, MJF, totalement malin, il va le mettre au niveau des cordes, donc au niveau de la deuxième corde, pour s'élancer, pour lui planter la tête, et de remporter le match. Et d'ailleurs, au passage, ce match-là aussi était très sanglant,
avec un MJF qui a pissé le sang et Adam Cole qui avait un tout petit peu pissé le sang, mais au niveau euh, du front, au niveau des cheveux. Mais auquel, voilà tout. Est-ce que c'était un coup de pied ou un coup de genou? Bref, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, ça a été très sanglant. Que ce soit pour le premier match du show qui a commencé et du match qu'on a eu actuellement. C'était un peu sanglant. Sans plus. Mais bon, c'est MJF qui remporte le match, qui conserve sa bague. Et bien sûr, il veut tenter son attaque sur Adam Cole. Mais Adam Cole, il est sauvé par Roderick Strong, qui veut pourchasser et faire fuir MJF. Bien sûr, MJF fuit par la rampe d'entrée. Mais Kyle O'Reilly l'arrête. Et, euh, et bien sûr, enfin, il va l'attraper MJF. Et là, ils vont le frapper à plusieurs. Mais sauf que ce sera, on va dire, du chacun pour soi. Enfin, chacun va le frapper en premier. Kyle O'Reilly le frappe avec un Roderick Strong qui font leur enchaînement à deux. Et bien sûr, ça laisse un MJF au sol, complètement KO. Et que Adam Cole, Roderick Strong, Kyle O'Reilly, Matt Tavern et Mike Bennett. Il manque Bobby Fish pour la symbolique, mais il n'est pas là. Forcément, ils célèbrent ensemble comme s'ils avaient gagné, mais le vrai vainqueur, c'est MJF. Voilà tout. Maintenant, match numéro 8 pour le match international de la EW entre Konosuke Takeshita, accompagné par Don Callis, contre The Powerhouse Will Hobbs. En tout cas, je peux te dire que Don Callis, il choisit très bien ces bonnes personnes auxquelles il a énormément confiance de terminer un match très clean. Parce que dans le match entre Kyle Fletcher, il était présent, mais juste aux commentaires. Et pour Takeshita, c'est pareil. Il était aux commentaires. Forcément, c'est vrai que les deux, ils ont vraiment de potentiel. Kyle Fletcher et Konosuke Takeshita. Parce qu'ils peuvent remporter des matchs sans avoir l'aide de personne. Ça, c'est ce qui est respectable. C'est ce qu'on aime bien dans le côté un peu sportif de la chose. Mais sans aller trop dans les détails, le match était assez puissant entre les deux personnes, entre Will Hobbs et Konosuke Takeshita. Alors certes, il n'y a pas de grosses histoires racontées, je vais pas vous mentir, c'est pas une très grande histoire si ce n'est, on a deux hommes puissants qui se mettent sur la figure et auquel le premier qui remporte le match serait nouveau champion ou le toujours champion. Hobbs était presque sûr de remporter le match et le titre, mais Takeshita est loin d'être facile à le battre, vu comment c'est quand même un vrai dur à cuire, et qu'il ne se laisse pas du tout impressionner, même pas se laisser marcher sur les pieds, et que c'est Takeshita qui bat Powerhouse Will Hobbs avec un Turning Funconero. Voilà comment je pourrais résumer le match très court, parce que trop de détails à suivre, trop de matchs et trop de choses à raconter. C'est vrai que ça fait beaucoup, je trouve. Mais si ce n'est que c'était un bon petit match d'homme puissant, est-ce qu'il est à la hauteur des autres matchs? C'est dur, hein, c'est très dur de le mettre dans la catégorie meilleur match de la carte. Parce que là, on peut dire entre le début de show, pas du pré-show, hein, début de show, et l'autre deuxième match qui était bien. Le premier qui était parfait, mais l'autre, il était bien également. Mais j'ai pas les mots, j'ai vraiment pas les mots. Si ce n'est que victoire de Konosuke Takeshita, et ça s'arrête ici. Voilà tout. Maintenant, encore un match simple, mais pour le titre de championne TBS de la EW, entre Mercedes Moné contre Chris Statlanders. Et c'est la partie 2 de leur affrontement en PPV, si je dis pas de conneries. Donc, Mercedes Moné, certes, elle met le titre en jeu et qu'elle veut affronter Chris Statlanders pour la deuxième fois, peut-être pour s'assurer à une victoire facile ou peut-être mener à sa perte en sachant que toutes les chances est contre elle, ou soit avec elle, excusez-moi, j'ai eu un petit ok, pardonnez-moi. Et auquel, certes, Chris Statlander, certes, elle rêve d'affronter
ben, Mercedes Moné pour la deuxième fois, mais cette fois-ci pour le battre, mais pour récupérer le titre auquel elle avait arboré. Enfin, arboré et remporté quelques petits succès. Leur premier affrontement, elle était pas mal entre les deux jeunes femmes. Est-ce que le deuxième peut être à la hauteur du premier? Voilà, j'ai pas de questions, c'est vous qui en discutez. Si vous avez la gentillesse de me de faire un commentaire pour le référencement, pour justement pour que la chaîne se développe peut-être, en sachant qu'avec les nouveaux logos que je fais peut être sympa, si ça vous plaît, ce genre de contenu auquel je fais un premier temps les DVD et les shows en vidéo, auquel je fais les résultats, si ça vous plaît exactement. Donc pour ça, j'attends votre avis. Mais voilà, voilà tout. C'est vrai que c'était un match très disputé entre les deux jeunes femmes et auquel Statlanders voulait en finir vite fait avec Mercedes Moné, mais Mercedes Moné aussi voulait en terminer très vite avec Chris Statlanders parce que on sentait qu'elle était très désespérée, comme dans leur premier match. Elle est très désespérée. Elle voulait battre, mais à chaque fois c'était le compte de deux. Tentative de soumission, elle chope les cordes, bref, elle se vexe, elle se vexe, elle est de plus en plus vexée et en colère, elle veut passer à la vitesse supérieure. Parfois, ça peut lui arriver de faire quelques petites erreurs en prenant par dépourvu de Chris Statlanders, qui essaye d'enchaîner, qui essaye de la battre de manière un peu opportuniste, mais de manière très légale. Donc c'est pas illégal, heureusement. Mais bon, de toute façon, elle a tout tenté et c'est à ce moment et à cet instant-là auquel Mercedes Moné arrive à surprendre Chris Statlanders en le faisant un petit paquet ou alors un crucifix bombe en paquet pour la surprendre une nouvelle fois Chris Statlanders. Et du coup, ben, c'est encore victoire de Mercedes Moné qui bat forcément Chris Statlanders. Donc, dommage pour Chris Statlanders. Est-ce qu'il y aura la belle? Est-ce qu'il y aura la partie 3? Après, quand je dis la belle, je voulais pas dire la belle parce que pour l'instant, euh, c'est Mercedes Moné qui a plus l'avantage sur Chris Statlanders que Statlanders elle-même, malgré son physique qui est atypique. Pour l'instant, c'est 2 victoires et 0 pour Chris Statlanders, hein. Donc 2 victoires pour Mercedes et 0 pour Statlanders. Donc vous avez compris, victoire de Mercedes Moné. Je passe au match numéro 10. Plus que 2 matchs après c'est terminé. Je vais un petit peu couper et on repoursuit. Le match numéro 10, c'est la finale pour le Continental Classic Tournament, pour le championnat continental de la EW. Voilà. Donc la finale entre Kazuchika Okada contre Will Ospreay, qui est un match absolument de légende entre les deux, vu comment on sait que les deux ont un passif à la New Japan Pro Wrestling. Kazuchika Okada qui était entre guillemets, le mentor de Will Ospreay, qui l'a pris un peu sous son aile dans le groupe et dans le clan Chaos, et auquel il veut faire de lui le prochain gros main event. Enfin, le prochain grand main eventer, quoi. Et auquel, c'est vrai que c'est tout le temps Kazuchika Okada qui a tout le temps l'avantage psychologique sur Will Ospreay. Parce qu'il faut savoir, c'est que il a toujours battu Will Ospreay de manière très décisive ou n'importe comment. Que ce soit, on va dire, dans des matchs plus sérieux, plus compétitifs. Mais c'est déjà arrivé à Okada de perdre un match contre Will Ospreay. Notamment pour un titre. Mais bon, tout ça fut bien loin, tout ça. Si ce n'est que c'est leur ultime affrontement pour le titre continental. Le public était en feu. C'est sûr, le public était en feu pour les deux hommes, pour Okada, pour Ospreay. Là, c'est sûr, c'est ce que le public voulait. Un match très attendu, un match de légende, et auquel c'est fort possible que ce match-là va être un 5 étoiles. Je suis prêt à parier que Dave Metzler a préparé son bloc-notes, a préparé toutes ces statistiques, pardonnez-moi, pour faire un 5 étoiles. Je suis persuadé. Et auquel on laisse admirer ça.
et auquel il y a eu pas mal d'échanges. Pas mal de techniques aussi, un peu de voltige de la part de Ospreay, certes qui sort d'un combat très difficile contre Kyle Fletcher et auquel il a un bandage sur le front, et que bah, le sang n'est pas, on va dire, totalement guéri, et d'ailleurs la plaie n'est même pas complètement guérie, vu comment il saignait quand même abondamment dans leur premier match, et auquel il a aussi saigné dans ce match-là. Mais Okada, lui, c'est sûr, il est prêt à tout pour réussir. Prêt à tout pour montrer à Will Ospreay qu'il a toujours été supérieur à lui, pour montrer à quel point il le piétine comme s'il devait s'incliner devant lui, comme un esclave et un roi qui abuse du côté de son sujet. Donc c'est sûr, il veut montrer à quel point qui est le plus supérieur des deux. Donc il le tatane, il le piétine, mais Ospreay, c'est sûr, il se relève avec la force de la motivation et de l'espoir d'essayer de battre son mentor. Pour prouver à quel point il peut le battre. Et il va tenter des prises, hein, tenter des prises absolument très dantesques, quitte à faire des Oscutter, des Hidden Blade, Stormbreaker, même voler la prise de Okada, donc le Rainmaker Clothesline, même le Tombstone Piledriver ou un Styles Clash. Bref, il tente de tout. Il tente de tout et Okada, certes, dans le premier match, enfin dans le deuxième match contre Ricochet, certes, c'était un peu le face du petit moment, mais dans le match entre Ospreay, parce que entre le Ospreay et Ricochet, je voulais dire, dans le match entre Ricochet, c'était lui le face, mais entre Will Ospreay, c'est sûr, c'est lui le heel. Parce que j'ai vu au bout d'un moment donné, quand il a l'habitude de faire sa pause auquel il fait un dos d'honneur, c'est sûr, il fait un fuck au niveau du public pour s'attirer encore plus de hits, pour montrer à quel point ils doivent pas être avec lui, vu comment c'est lui le méchant. Donc c'est vrai que c'était un peu bizarre de le voir au début face et de le voir maintenant heel, comme s'il avait un côté twinner, mais vu comment c'est un mal dominant, vu comment c'est le Rainmaker, c'est comme s'il pouvait se permettre, comme si tout était à ses pieds. Donc il le torture, il le torture. Ospreay tente de le surprendre, d'être de manière opportuniste et désespérée. Il tente le tout pour le tout, mais à la fatigue et avoir perdu trop d'énergie et de sang dans la foulée du match, c'est sûr il se fait sécher par un Rainmaker et auquel il s'en relève un premier temps. Mais là, c'est sûr pour la deuxième fois, là c'est sûr il se mange un Rainmaker et si je me trompe pas, il se mange encore un Rainmaker Clothesline et que là c'est sûr, c'est la victoire pour Kazuchika Okada. Je crois, hein, mais je sais que c'est Okada qui bat Will Ospreay. Donc il conserve son titre, il conserve sa couronne pour montrer à quel point il est toujours supérieur à Will Ospreay et que c'est le Rainmaker en personne et que personne ne peut le battre en ce moment. Et comme je l'ai dit, ça c'est le Okada auquel j'aime bien. Un Okada solo, un Okada qui n'a pas besoin de deux Gugus, que ce soit les Young Bucks ou Jack Perry, pour avoir des gens à leur côté. Il sait se débrouiller tout seul et auquel c'est le genre de truc auquel je préfère. Et que c'est la bonne décision à faire. Et là, il est fort possible que Okada pourrait amener du prestige au titre. Donc voilà tout. Mais à la fin du match, Christopher Daniels fait une annonce en faisant, on va dire, un genre d'appel comme quoi un EVP de la AEW arrive, et ce n'est pas les Young Bucks ni Jack Perry, mais bel et bien Kenny Omega, qui fait son retour, peut-être pour catcher, parce que je sais qu'on sera au début de fin d'année, et le 5 janvier, il va affronter Gabriel Kidd pour le titre Strong, ou alors pas pour le titre. Donc ça c'est pour Wrestle Dynasty, qui sera au Japon. Le 4 janvier, ce sera Wrestle Kingdom. Et le 5 janvier, Wrestle Dynasty. Donc je sais pas si je vais réussir à faire Wrestle Kingdom, mais je pourrais faire un court résumé, pareil pour du côté de la Noah, s'il le faut. S'il le faut. Mais bon, je vous le promets pas, peut-être que j'en discuterai, mais pour l'instant, rien n'est sûr.
Donc c'est sûr, on a un face-à-face de légende entre Kenny Omega et Kazuchika Okada, qui se connaissent très bien, qui se connaissent depuis le Japon, et auxquels ils ont offert des matchs d'anthologie. Et je ne serais pas contre un affrontement entre Okada et Kenny Omega. Après, ça dépend la condition physique de Kenny Omega, s'il a encore ce qu'il faut, s'il n'est pas rouillé pour ce type d'affrontement. Parce que c'est vrai qu'on se fait beaucoup plus de soucis pour la santé de Kazuchika. Enfin, pour Kazuchika. Pour Kenny Omega, excusez-moi. Pour Kenny Omega, je m'en excuse. Puisque je disais, je me fais un petit peu du souci pour la santé mentale et physique de Will Ospreay. C'est pareil pour Kenny Omega. Mais bon, pour l'instant, bah, ils sont un petit peu occupés, hein, les deux hommes, hein. L'un avec Gabe Kidd, Gabriel Kidd, voilà, j'aimerais bien l'appeler comme ça, Gabriel Kidd, et Okada, ben, on ne sait pas qui va affronter. Soit une partie finale contre Will Ospreay, contre Cal Fletcher, contre n'importe qui, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Mais bon, à voir et à surveiller pour le premier épisode de Dynamite sur HBO Max, auquel je le possède et peut-être que je vais le regarder. Si ça passe sur Max, bien sûr. Parce que j'ai entendu dire les raisons pourquoi je ne sais pas le voir, c'est parce que ça sera peut-être diffusé le 1er janvier. Espérons que c'est le cas. Si je me suis pas fait douiller, on verra bien. On verra bien. Mais bon, c'était tout pour Okada et Will Ospreay. Maintenant, au dernier match, c'est le main event. Match à 4 pour le championnat du monde de la AEW. Entre Jon Moxley, accompagné par les Death Riders, même si les Death Riders seront au vestiaire, donc Claudio, Pac, Wheeler Yuta, sauf Marina Shafir. C'est elle qui accompagne Jon Moxley, parce qu'elle a la mallette et le titre qui est à l'intérieur. Bien sûr, il affronte Orange Cassidy, Eggman Adam Page et Jay White. Et auquel c'était un match coup-ci, coup-ça, mais après ça s'est tellement accéléré tellement vite, auquel ça s'est parti tellement en brawl. Le brawl total, le brawl, le brawl, le brawl. Tout se résume avec du brawl. Et que voilà comment on pourrait se dire, même si à un moment donné, c'est sûr, Jon Moxley va s'en prendre plein à la tronche, parce que parfois les trois hommes se mettent à trois sur lui pour, pour montrer à quel point, certes, ils se détestent tous, mais vu comment c'est lui qui sème un peu le chaos dans la AEW, il y a de quoi aussi de s'en prendre à lui, vu comment c'est lui le mal absolu. Et il y a un spot auquel on pourrait retenir, c'est le triple powerbomb à travers la table des commentateurs. Donc Orange Cassidy, Adam Page et Jay White font un triple powerbomb de façon Shield style, à la manière du Shield. Donc vous saviez, l'ancienne faction auquel Jon Moxley / Dean Ambrose était dedans. Mais le match n'arrête pas ici pour autant, parce que ça continue, l'affrontement. Voilà. Jay White qui prend l'avantage, Orange Cassidy aussi, Adam Page qui tente d'avoir le dernier mot, Jon Moxley, malgré la douleur auquel il avait subi et auquel j'ai remarqué qu'il saignait à l'arrière de la tête. Et cette fois-ci, il ne s'est pas coupé au niveau du front de manière bêtement. C'est vraiment un coup à l'arrière de la tête. Je me demande si c'est pas pris le petit téléviseur en pleine à l'arrière de la tête. Parce que ça peut arriver des choses pareilles. Mais heureusement que là, il s'est pas bladé. Parce que je me demande de se blader de manière bêtement autour du corps, c'est un peu ridicule. Parce que logiquement, pour se blader, c'est au niveau du front et rien de plus. Mais bon, de toute façon, ça n'arrête pas Jon Moxley, qui n'arrête pas sa domination, qui n'arrête pas de prendre l'avantage. Même quand Jay White, même quand Orange Cassidy ou Adam Page sont à deux doigts de remporter le match, il y avait bien évidemment intervention des Death Riders, de Claudio Castagnoli, de Pac, de Wheeler Yuta et aussi un petit peu de Marina Shafir. Mais auquel, forcément, certes, il y a eu de l'intervention, et auquel celui qui va avoir le dernier mot, ce sera Jon Moxley, qui va battre l'un des leurs. Je crois qu'il fait
son Paradigm Shift Death Riders sur Jay White, je crois, et qui fait le compte de 3. Donc, c'est lui qui remporte le match, c'est lui qui est toujours champion, le titre reste dans la mallette, et à la fin du match, à la place de s'en prendre à Orange Cassidy comme ils ont l'habitude de faire, ou de tenter d'attaquer Adam Page, eh ben, ils s'en prennent à Jay White. Auquel ben, ça va être pas une masse à faire. Vu comment la musique de FTR retentit, et c'est sûr FTR retentit, et que on s'attendait pas à un retour surprise. Donc un retour de la Radar Superstar. Bien sûr, on connaît tous Edge, mais plutôt Adam Copeland. Donc c'est le retour de Adam Copeland, et c'est lui qui va défier John Moxley. Donc il y a le face-à-face. Certes, les gens chantent Holy shit, holy shit, holy shit. John Moxley tente d'attaquer Adam Copeland, mais c'est Copeland qui attaque John Moxley et qui inspire, et qu'ils expulsent aussi les Death Riders. Il va bien sûr utiliser une chaise, mais pas pour frapper avec, mais plutôt pour casser la petite barre en métal de la chaise, pour l'étrangler avec. Donc c'est sûr, il fait ça sur John Moxley. Et forcément, ben, Moxley est KO à terre, même si dans le public, il y avait Christian Cage qui voyait ça de près, qui voulait peut-être intervenir, mais quand il a vu Edge, il a préféré de partir. Et bien sûr, Edge, il prend le micro en disant que c'est lui qui va affronter John Moxley pour le titre, vu comment il est guéri de blessures à la jambe. Donc bien sûr, ce spot auquel il avait sauté pour faire un splash et auquel ben, ses pieds ont touché le sol de manière très brutale, auquel je ne vous conseille pas de le faire parce que ce serait absolument débile. Mais bon, c'est lui qui va affronter John Moxley. On ne sait pas si ça à Wrestle Dynasty ou à Révolution. On ne sait pas, mais voilà comment peut se conclure le show de World's End. Donc moi je vous le dis en avance, je m'arrête ici pour ce show, vu comment tout a été dit, et je vous souhaite à tous une très bonne année en avance. Voilà tout. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.